Le silence dans la pièce est presque assourdissant. Il n'y a pas de cris, pas de porte qui claque, pas de téléphone qui vibre frénétiquement avec des messages accusateurs ou des appels manqués. Le chaos s'est retiré, comme une marée qui abandonne la plage. Et pourtant, vous êtes là, assis sur le bord de votre lit ou sur votre canapé, et chaque muscle de votre corps est tendu. Votre respiration est courte, logée haut dans votre poitrine. Votre corps, lui, n'est pas en paix. Il attend. Il écoute. Il guette le prochain signe, le prochain bruit, la prochaine fissure dans le calme qui annoncera le retour de la tempête. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est une mémoire cellulaire. C'est le système nerveux d'une personne qui a vécu si longtemps dans l'imprévisibilité émotionnelle qu'il a appris à ne jamais, jamais se détendre. Le calme n'est pas perçu comme la sécurité. Il est perçu comme une pause suspecte, l'interlude angoissant entre deux actes d'un drame que vous ne contrôlez pas. Votre corps attend encore le prochain choc émotionnel, même quand votre esprit sait, ou espère, qu'il ne viendra pas. Et dans cette attente, dans cette tension silencieuse, quelque chose de profond est en train de se passer. Votre ancien rôle, celui que vous avez joué pendant des mois, des années, peut-être toute une vie, commence à se défaire. Le rôle de l'observateur, du régulateur, de l'absorbeur de choc. Le rôle de celui ou celle qui sait lire l'air, anticiper les crises et se préparer à l'impact. Ce rôle vous a peut-être maintenu en vie, mais il vous a aussi coûté la vôtre. Et maintenant que le drame extérieur s'est calmé, le véritable travail commence. Apprendre à votre corps qu'il n'est plus en état de siège. Apprendre à vivre sans attendre le prochain coup. Ce dont nous allons parler, ce n'est pas simplement de la récupération après une relation difficile. C'est quelque chose de plus profond, de plus physique. C'est le processus par lequel le corps désapprend la guerre. C'est le moment où l'on réalise que l'hypervigilance n'était pas une partie de notre personnalité, mais une stratégie de survie qui est devenue obsolète. Et c'est un chemin qui commence par la reconnaissance de cette tension intérieure, ce frémissement constant sous la surface, cette partie de vous qui ne croit pas encore à la paix. Le corps est une archive, il n'oublie rien. Il n'oublie pas les centaines de fois où une conversation agréable a basculé en un instant à cause d'un mot mal interprété. Il n'oublie pas les silences glaciaux qui suivaient une tentative de poser une limite. Des silences si lourds qu'ils vous faisaient douter de votre propre perception, de votre propre valeur. Il n'oublie pas le cycle de la tension qui monte, de l'explosion, puis du retour soudain de la chaleur et de l'affection. Ce bref moment de soulagement qui vous rendait accro, qui vous faisait croire que cette fois, tout irait bien. Chacun de ces moments a été un micro-choc, une petite décharge électrique dans votre système nerveux. Un seul de ces chocs est gérable. Mais des centaines, des milliers, créent un chemin neuronal. Votre corps a appris une équation simple et brutale. L'intimité est imprévisible, l'amour est instable, et la sécurité est une illusion temporaire. Alors, il a développé une stratégie. Il a appris à anticiper. L'hypervigilance n'est pas un défaut, c'est une adaptation brillante. C'est votre système nerveux qui tente de reprendre un semblant de contrôle dans une situation où vous n'en aviez aucun. Si je peux sentir le changement d'humeur avant qu'il n'arrive, peut-être que je peux le désamorcer. Si je peux scanner le visage de l'autre, le ton de sa voix, la façon dont il pose son verre, peut-être que je peux éviter la prochaine explosion. Si je deviens un sismographe émotionnel d'une précision extrême, peut-être que je peux protéger non seulement moi-même, mais aussi la relation, ce lien fragile que je confondais avec l'amour. C'est là que l'ancien rôle est né. Le rôle de la sentinelle. Vous êtes devenu le gardien de l'humeur de l'autre. Votre attention, cette ressource si précieuse, n'était plus tournée vers l'intérieur, vers vos propres besoins, vos propres désirs, votre propre fatigue. Elle était entièrement projetée vers l'extérieur, en mission de reconnaissance permanente. Comment va-t-il aujourd'hui ? Est-ce que j'ai dit quelque chose de mal ? Ce silence est-il normal ou est-ce le début de quelque chose ?
Votre corps a appris à vivre dans le futur conditionnel de l'émotion de quelqu'un d'autre. Chaque moment de calme n'était pas vécu pour lui-même, mais comme un prélude possible à une crise. Le son d'une clé dans la serrure ne signifiait pas « quelqu'un rentre à la maison ». Il signifiait « quel genre de soirée vais-je passer ? Dois-je me préparer au combat, à la défense, ou aurais-je droit à un bref répit ?» Un message qui tarde à arriver n'est plus un simple message. C'est un vide qui se remplit de toutes les catastrophes possibles. Pendant longtemps, vous n'avez peut-être même pas réalisé que vous jouiez ce rôle. Cela semblait normal. Cela semblait être ce que l'on fait quand on aime quelqu'un, quand on est une personne sensible, une personne empathique. On sent les choses, on aide, on soutient. Mais il y a une différence fondamentale entre le soutien et la régulation forcée. Soutenir, c'est être là pour quelqu'un. Réguler, c'est devenir le thermostat émotionnel de l'autre, un travail épuisant, ingrat et voué à l'échec. Cet ancien rôle, celui de l'absorbeur de choc, a un coût immense. Il draine votre énergie vitale, il vous déconnecte de votre propre corps, qui n'est plus un lieu de plaisir ou de repos, mais un instrument de détection. Il vous coupe de vos propres émotions. Comment pourriez-vous savoir si vous êtes en colère, triste ou fatigué, quand toute votre bande passante émotionnelle est occupée à décrypter l'état de quelqu'un d'autre ? Et puis, il y a une vérité plus dérangeante. Une vérité qui touche à ce que la psychologie jungienne appelle l'ombre. Une partie de nous peut devenir dépendante de ce rôle. Parce que ce rôle, aussi douloureux soit-il, nous donne un sentiment d'importance. Dans le chaos, nous avons une fonction. Nous sommes celui ou celle qui comprend, qui tient bon, qui est assez fort pour gérer. La persona du sauveur ou de la sainte patiente est une identité puissante. Elle nous donne l'illusion que nous sommes indispensables. Le drame de l'autre devient le centre de notre vie, et cela peut être une distraction terriblement efficace pour ne pas faire face à notre propre vide, à nos propres peurs, à notre propre manque de direction. Le calme, en revanche, nous confronte à une question terrifiante. Si je ne suis pas en train de sauver quelqu'un, de gérer une crise, de décoder un silence menaçant, qui suis-je ? Si personne n'a besoin de moi de cette manière intense et dévorante, est-ce que j'existe encore ? La fin du chaos extérieur peut signer la perte d'une identité. Et c'est souvent cette peur, la peur de ne plus avoir de rôle, qui nous fait rester, ou qui rend la paix si insupportable une fois qu'elle est là. Le corps attend le prochain choc non seulement par habitude traumatique, mais parfois aussi parce que le choc est le signal que le spectacle continue, et que notre rôle n'est pas encore terminé. Le démantèlement de ce rôle ne se produit pas par une décision héroïque. Il commence souvent par un effondrement silencieux. L'épuisement. Le moment où le corps dit stop. Pas avec des mots, mais avec des symptômes. Une fatigue chronique que le sommeil ne répare pas, des douleurs inexpliquées, un brouillard mental qui rend la concentration impossible, une irritabilité constante face à des choses qui, avant, ne vous auraient pas dérangé. C'est le corps qui refuse de continuer à payer le prix. C'est le début de la fin de l'ancien contrat. Vous commencez à remarquer la tension dans vos épaules, non pas pendant une crise, mais un mardi après-midi parfaitement calme. Vous prenez conscience que vous retenez votre souffle en lisant vos emails. Vous sursautez au moindre bruit inattendu. Ce ne sont plus des réactions à un stimulus extérieur. Ce sont les échos, les fantômes de la guerre passée qui hantent encore les couloirs de votre système nerveux. Et c'est là que le travail le plus étrange et le plus contre-intuitif commence. Apprendre à tolérer la sécurité. Apprendre à s'asseoir dans le calme sans le saboter, sans créer un drame intérieur pour remplacer celui qui a disparu. C'est un processus actif. C'est remarquer l'envie de vérifier son téléphone pour la 10e fois et choisir de ne pas le faire. C'est sentir la montée d'angoisse dans le silence et, au lieu de chercher une distraction, poser une main sur sa poitrine et respirer, en se disant « Tu es en sécurité. Il n'y a pas de danger ici. C'est juste une mémoire qui passe. » Imaginez cette scène. C'est un samedi. Le soleil filtre à travers les rideaux.
La maison est silencieuse. Personne ne vous a envoyé de message passif-agressif la veille. Il n'y a pas de crise à gérer, pas de drame à anticiper. C'est un jour de paix, une toile blanche. Vous vous faites un café, vous vous installez avec un livre que vous vouliez lire depuis des semaines. Vous lisez une page, puis deux, et soudain, vous ne pouvez plus vous concentrer. Une agitation monte en vous, une sorte d'ennui teinté de panique. Votre esprit commence à tourner. C'est trop calme, c'est bizarre. Vous prenez votre téléphone, presque par réflexe. Vous ouvrez les réseaux sociaux, vous faites défiler sans but. Rien. Vous ouvrez vos messages. Vous relisez une ancienne conversation, cherchant un indice, une clé que vous auriez manqué. Votre corps commence à se sentir lourd, et en même temps électrifié. Vous vous levez, vous allez dans la cuisine, vous ouvrez le frigo sans avoir faim. Vous retournez dans le salon. Le livre vous regarde, presque comme un reproche. Le silence n'est plus paisible, il est vide, il est menaçant. Une pensée insidieuse émerge. Peut-être que je devrais envoyer un message, juste pour prendre des nouvelles. Vous savez, au fond de vous, que ce n'est pas une bonne idée. Vous savez que c'est une invitation à réactiver l'ancien cycle. Mais l'inconfort du calme est si grand qu'une partie de vous préférerait la douleur familière du chaos à la paix inconnue. Le chaos, au moins, vous savez comment le gérer. Vous avez un rôle, un script. Dans le calme, vous êtes hors scène, sans texte, sans instruction. Cette agitation, cette incapacité à s'installer dans le repos, c'est votre corps qui crie pour sa dose d'adrénaline, de cortisol, sa dose de drame. Il a été conditionné à fonctionner à un niveau d'alerte élevé, et quand le stimulus disparaît, il se sent en manque. Ce n'est pas que vous êtes une personne qui aime le drame, c'est que votre physiologie s'est adaptée à un environnement toxique, et maintenant, dans un environnement sain, elle ne sait plus comment fonctionner. Elle interprète l'absence de menace comme une menace encore plus grande, celle de l'insignifiance, de l'abandon. C'est l'épreuve la plus solitaire. Personne ne peut voir cette bataille. De l'extérieur, vous avez l'air de vous détendre. Mais à l'intérieur, c'est une guerre de tranchées contre vos propres automatismes. Et le plus grand mensonge que votre esprit vous raconte à ce moment-là, c'est que cette agitation est la preuve que quelque chose ne va pas avec le calme, et non avec votre accoutumance au chaos. Il vous murmure que vous n'êtes peut-être pas fait pour la paix, que vous avez besoin d'intensité pour vous sentir vivant. Reconnaître ce mécanisme est la première étape pour le démanteler. Voir cette agitation non pas comme une vérité sur qui vous êtes, mais comme un symptôme de sevrage. C'est un moment de clarté douloureuse. Vous réalisez que vous n'étiez pas seulement la victime d'un système, vous étiez aussi son carburant, et le rôle que vous y jouiez, celui du sauveur ou du stabilisateur, était une anesthésie contre votre propre angoisse existentielle. Maintenant que l'anesthésie a disparu, la douleur sous-jacente remonte. La douleur de la solitude, la peur de ne pas être assez, la tristesse de toutes ces années perdues à vivre la vie de quelqu'un d'autre. Et c'est seulement en traversant cette douleur, sans la noyer dans un nouveau drame, que le corps peut enfin commencer à se recalibrer. Le démantèlement de l'ancien rôle est un processus de deuil. On fait le deuil de la personne que l'on pensait être, la personne infiniment patiente, la personne qui pouvait tout endurer, la personne dont l'amour était si grand qu'il pouvait guérir les autres. On doit accepter que cette personne était une construction, une persona magnifique mais épuisante. Et sous cette persona, il y a un être humain fatigué, qui a aussi le droit d'être en colère, le droit de ne pas comprendre, le droit de dire « je ne peux plus ». Cette colère qui émerge est souvent une surprise. Pour une personne qui a passé sa vie à réprimer ses propres émotions pour gérer celles des autres, la colère peut sembler terrifiante, comme une force destructrice. C'est l'ombre qui frappe à la porte. Elle n'est pas venue pour détruire, mais pour rééquilibrer. Cette colère est une énergie vitale. C'est la partie de vous qui dit « mon bien-être compte aussi. Mon énergie n'est pas une ressource inépuisable pour les autres. J'ai le droit de protéger mon espace. »
Accueillir cette colère sans la laisser nous consumer est une étape cruciale. Cela ne veut pas dire devenir quelqu'un d'amer ou de haineux. Cela veut dire reconnaître la validité de cette émotion. C'est une information précieuse. Elle vous signale où vos limites ont été franchies de manière répétée. Elle est le carburant nécessaire pour construire de nouvelles frontières, non pas par vengeance, mais par amour-propre. Le corps, pendant ce temps, observe. Il apprend lentement un nouveau langage. Au début, chaque non que vous prononcez, chaque message auquel vous ne répondez pas, chaque fois que vous choisissez de ne pas vous engager dans une discussion stérile, se sent comme une trahison. La culpabilité vous submerge. Votre corps se tend, attendant la punition, le rejet, l'abandon. Parce que dans l'ancien système, poser une limite était le crime suprême. Mais si vous tenez bon, si vous traversez cette vague de culpabilité sans céder, quelque chose de nouveau se produit de l'autre côté. Un soulagement, un espace, une légèreté dans la poitrine que vous n'aviez pas sentie depuis des années. Et le corps enregistre cette information. Il apprend que poser une limite ne mène pas à la catastrophe. Parfois, cela mène à la paix. C'est un apprentissage lent, par répétition. Chaque choix conscient de ne pas retomber dans l'ancien rôle est une nouvelle donnée pour votre système nerveux. C'est comme apprendre à marcher après une longue maladie. Les premiers pas sont hésitants, effrayants. Chaque muscle proteste. Mais petit à petit, la confiance revient. Le corps se souvient qu'il est capable de se tenir debout tout seul. L'épreuve la plus difficile survient souvent lorsque l'on commence à se sentir mieux. Vous avez passé quelques semaines, peut-être quelques mois, dans un calme relatif. Votre sommeil s'est amélioré. Vous recommencez à avoir de l'énergie. Vous riez plus facilement. Vous vous sentez plus présent dans votre propre vie. Et c'est précisément à ce moment-là que le test arrive. Il est tard, un mardi soir. Vous êtes sur le point de vous endormir, savourant le silence. Votre téléphone vibre sur la table de nuit. Un seul message court. C'est lui, ou elle. La personne de l'ancienne dynamique. Le message n'est ni agressif, ni suppliant. Il est ambigu. Quelque chose comme « je pense à toi » ou peut-être « j'espère que tu vas bien ». Instantanément, le calme se brise. Votre cœur s'accélère. Une décharge d'adrénaline parcourt votre corps, un jolt électrique qui vous sort de votre torpeur. C'est l'ancien signal. Le système d'alerte est réactivé en une fraction de seconde. Votre esprit, si calme il y a un instant, devient un tourbillon de questions. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce un piège ? Est-ce une main tendue ? Est-ce qu'il/elle va mal ? Est-ce que je devrais répondre ? Si je ne réponds pas, je suis cruel. Si je réponds, je rouvre la porte. Votre pouce survole le clavier. L'ancien rôle, la persona du sauveur, du compréhensif, se réveille de son sommeil et crie des ordres. Réponds, sois gentil, la laisse pas comme ça. C'est peut-être le moment où tout peut changer. Tu es la seule personne qui la comprenne vraiment. Chaque fibre de votre être conditionné vous pousse à taper une réponse. Une réponse prudente, bienveillante, qui ne vous engage à rien, mais qui apaise la situation. Une réponse qui, vous le savez au fond, est une forme de mensonge, car elle vise à gérer l'émotion de l'autre et votre propre anxiété, pas à être authentique. Vous sentez la tension dans votre gorge, le nœud dans votre estomac. C'est le carrefour, le moment de vérité. L'ancien chemin est là, familier, éclairé. Il mène directement à une nuit blanche, à des jours d'analyse, à la réactivation de tout le cycle. C'est un chemin de servitude déguisé en compassion. Et puis, il y a le nouveau chemin. Il est sombre, inconnu, il n'y a pas de panneau. Il consiste en une seule action. Ne rien faire. C'est là que la nouvelle conscience intervient. Une petite voix, plus calme que celle du sauveur paniqué, qui murmure « Tu n'es pas obligé. Ce n'est pas ton urgence. Ta paix est plus importante. » Vous respirez. Une fois. 2 fois. Vous regardez le message. Vous le voyez pour ce qu'il est. Non pas un appel à l'aide urgent, mais un hameçon. Une tentative,
consciente ou non, de vérifier si le canal d'accès à votre énergie est toujours ouvert. Et vous faites le choix le plus difficile et le plus révolutionnaire. Vous posez le téléphone. Vous ne l'éteignez pas avec colère. Vous ne bloquez pas le numéro dans un geste dramatique. Vous le posez simplement, face contre table. Et vous vous retournez dans votre lit. Le sommeil ne vient pas tout de suite. Le corps est encore en état d'alerte. Il vibre. Il est en colère. Il a peur. Il vous bombarde d'images de l'autre personne, seule, triste, vous détestant. La culpabilité monte, épaisse comme du goudron. Je suis une personne horrible. J'ai abandonné quelqu'un. C'est la deuxième vague de l'épreuve. Survivre à sa propre culpabilité. Vous restez là, dans le noir, et vous laissez la vague passer. Vous ne la combattez pas. Vous ne vous y noyez pas. Vous l'observez. Ah, te voilà, la culpabilité. Je te connais. Tu es la gardienne de l'ancienne prison. Ton travail est de me faire croire que ma liberté est une cruauté. Vous respirez à travers elle. Vous vous concentrez sur la sensation de vos draps, sur le poids de votre corps sur le matelas. Vous ancrez votre conscience dans le moment présent, dans la réalité physique de votre chambre, qui est sûre. Ce n'est pas un acte de froideur, c'est un acte de clarté. La véritable compassion, dans ce cas, n'est pas de répondre. C'est de refuser de participer à une dynamique qui fait du mal aux deux personnes. C'est de rendre à l'autre la responsabilité de ses propres émotions. C'est l'acte le plus aimant que vous puissiez faire pour vous-même. Honorer votre besoin de sécurité. Et peut-être, à long terme, l'acte le plus respectueux pour l'autre. Refuser de le traiter comme un enfant, incapable de gérer sa propre vie. Le lendemain matin, vous vous réveillez fatigué, mais différemment. Ce n'est pas la fatigue lourde et toxique de l'ancienne dynamique. C'est une fatigue propre, la fatigue de quelqu'un qui a tenu une position difficile. Et au milieu de cette fatigue, il y a une nouvelle sensation, un noyau de calme, une fierté tranquille. Vous avez tenu. La porte est restée fermée. Et le monde ne s'est pas effondré. Le corps a enregistré cette nouvelle information. Il a appris qu'il peut survivre à l'inconfort d'un non silencieux. Il a appris que la culpabilité est une tempête qui passe, pas une vérité permanente. Chaque fois que vous répéterez cet acte, le chemin neuronal de la paix se renforcera. L'ancien chemin du chaos commencera à s'effacer, comme un sentier dans la forêt que l'on n'emprunte plus. Le corps cesse progressivement d'attendre le choc. Il commence à attendre autre chose. Il attend le plaisir d'une tasse de thé chaud. Il attend la sensation du soleil sur la peau. Il attend le son de votre propre rire. Son attention, libérée de la surveillance constante de l'extérieur, peut enfin revenir à l'intérieur. Vous commencez à découvrir qui vous êtes sans votre rôle. C'est déstabilisant au début. Vous vous sentez peut-être un peu ennuyeux, moins profond sans l'intensité du drame. Mais ensuite, vous réalisez que la véritable profondeur n'était pas dans le chaos. Elle est dans votre capacité à être présent à votre propre vie. Vous découvrez de nouveaux intérêts, de nouvelles passions. Des choses simples qui n'avaient pas de place dans l'ancienne dynamique. Votre sensibilité, que vous aviez appris à considérer comme une malédiction, une porte d'entrée pour la douleur, se révèle être un don. Mais un don qui a besoin d'être protégé. Votre empathie ne disparaît pas. Elle devient plus sage. Vous pouvez toujours sentir la douleur des autres, mais vous n'êtes plus obligé de la prendre sur vous. Vous pouvez faire la différence entre « je vois ta douleur » et « ta douleur est ma responsabilité ». C'est la naissance d'une empathie avec des limites, une empathie durable. L'ancien rôle n'est pas mort, il sommeille. Il y aura toujours des moments où il essaiera de reprendre le contrôle, des moments de faiblesse, de solitude, où l'idée de retourner à ce qui est familier, même si c'est douloureux, semblera tentante. La différence, c'est que maintenant, vous le reconnaissez. Vous pouvez le nommer. Vous pouvez lui dire « Je te vois. Je sais que tu essaies de me protéger à ta façon.
mais je n'ai plus besoin de toi. J'ai de nouveaux outils maintenant. Le corps qui attendait le prochain choc apprend à s'installer dans le présent. La tension dans les épaules se relâche, non pas parce que vous le forcez, mais parce qu'elle n'a plus de raison d'être. Votre respiration descend dans votre ventre. Vous dormez plus profondément. Vous ne vous réveillez plus avec ce sentiment d'effroi diffus. Vous vous réveillez avec un sentiment de possibilité. Le calme n'est plus un vide menaçant. Il est devenu un espace. Un espace pour respirer. Un espace pour créer. Un espace pour être, tout simplement. Ce n'est pas une fin heureuse de conte de fées. C'est quelque chose de bien plus réel et de bien plus précieux. C'est une paix gagnée. Une paix qui n'est pas l'absence de problèmes, mais la présence de soi-même au milieu de la vie. Le corps n'attend plus le prochain choc. Il attend la prochaine respiration. Et dans cette simple attente, dans ce simple retour au souffle, réside toute la liberté du monde. Si vous reconnaissez ce silence, qui pendant longtemps a attendu le bruit, si vous connaissez cette tension dans un corps qui ne croit pas encore à la paix, vous pouvez laisser un mot. Pas pour raconter toute l'histoire, mais pour nommer ce que votre corps apprend enfin à faire. Peut-être est-ce respirer, peut-être se déposer, ou simplement un mot qui symbolise votre nouvelle destination. Calme. Ce mot n'est pas pour les autres, il est pour vous. Un jalon sur le chemin du retour à la maison, à l'intérieur de votre propre peau.